Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de rentrée. Dans cette édition, nous allons vous proposer les meilleurs reportages de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier d'entre eux, regardez. Voici la Sipenser baeri, plus connue sous la dénomination d'esturgeon de Sibérie. Un or noir frétillant dont les femelles sont capables de produire 10% de leur poids total en caviar. Celui-ci il fait, je pense, une petite dizaine de kilos. Donc poisson préhistorique, 280 millions d'années. Il n'a pas d'écailles, comme on voit, et cartilagineux. Un poisson relâché dans l'un des 5 bassins de la pisciculture du Verdus, autrefois consacré à l'élevage de la truite. Depuis 7 ans, Léo Carpentier et ses 2 associés se sont lancés dans l'aventure de la production de caviar avec un procédé novateur. Notre technique est un peu particulière parce qu'on fait du caviar sans tuer le poisson, par biopsie ovarienne. Donc on va ouvrir le poisson, récupérer les œufs. En fait, c'est des poissons qui normalement hibernent en Sibérie. Donc nous, on va reproduire cette hibernation mais de façon artificielle grâce à un bain de glace. Et une fois que cette catalepsie est réalisée, on va pouvoir comme ça les sortir de l'eau, les opérer et les remettre dans l'eau par la suite. C'est une opération qui peut durer de une demi-heure à 2 heures en fonction du spécimen. Une technique élaborée en 2016 par François René, spécialiste de la reproduction aquacole. Ainsi, chaque année, sur les 750 esturgeons pucés et prénommés que compte cette petite ferme de Saint-Guilhem-le-Désert, 150 sont prélevés de leurs œufs selon une rotation précisément définie, avant que le caviar ne soit affiné de 3 à 6 mois. On a des poissons qui font parfois qui ont jusqu'à 18 ans, voire 20 ans. Le taux de gras en fait, dans les œufs va être plus important. Ces notes aromatiques, umami, noisette, on parle de sous-bois. Ça va apporter des saveurs un peu plus intenses, un peu plus fortes. Arômes et saveurs d'un produit de luxe dont la dégustation à même la main aiguise la curiosité, voire l'appétit des visiteurs. Je ne suis pas un spécialiste du caviar, mais j'ai trouvé ça très bon. Il y en a un qui est plus croquant que l'autre, mais il y a de la longueur. Mais je pense que ça mériterait de goûter avec autre chose ou du pain. Dans le palais croustillante, mais elle a un côté comme un bubble, vous savez, chez les jeunes, qui s'écrase et qui est coulant. Après, c'est plutôt pas mal. Avec une production annuelle de 100 kg, dont 80% sont destinés à sa clientèle régionale, le seul producteur de caviar en Occitanie veut préserver la taille humaine de son exploitation et la sérénité qu'inspire le balai de ses poissons aux visiteurs. Tout autre chose maintenant, beaucoup de sportifs professionnels rencontrent d'importants problèmes financiers pour vivre de leur passion. Certains font le choix de s'engager dans l'armée française et de défendre leur pays. Pour quelles raisons? Réponse avec ce reportage de Télé Grenoble au sein d'une brigade d'infanterie de montagne. Regardez. Sous ces tartes de chasseurs alpins se cachent des athlètes de haut niveau engagés dans l'armée de terre. En tout, 50 sportifs composent la compagnie hiver de l'armée des champions. Une unité un peu à part qui offre à ces athlètes de quoi vivre de leur sport. Parmi eux, le snowboarder Merlin Surgé ou le biathlète Antonin Guigona, qui a troqué la carabine pour le fusil d'assaut de l'armée française lors d'un entraînement avec la 27e brigade d'infanterie de montagne. Il n'y en a qu'une dans le carton. J'ai rejoint l'armée après les Jeux Olympiques de 2018. Et avec mes premiers podiums en Coupe du Monde, j'ai pu prétendre à entrer dans ce collectif, l'équipe de France militaire de ski, et puis enfin devenir professionnel dans le ski grâce à la solde militaire. Le travail d'un athlète ne se limite pas aux entraînements et aux compétitions, ils doivent aussi trouver des sponsors pour gagner leur vie. Avec l'armée, le salaire débute à 1 400 € par mois, le même qu'un militaire au même grade. En échange, il défend son pays sur des compétitions bien loin des champs de bataille. L'athlète n'est pas un soldat comme les autres. L'athlète n'est pas engagé pour aller au combat. L'athlète est là pour rayonner, performer et porter haut les couleurs de la France et les couleurs de l'armée des champions. Mon rôle premier, c'est de me préparer pour la Coupe du Monde, pour être performant en fait sur la Coupe du Monde. Et donc représenter l'armée sur la Coupe du Monde. Donc je m'entraîne toute l'année, c'est-à-dire que je suis en stage avec l'équipe de France. Le but, c'est que je sois en forme pour performer. D'autres obligations les occupent, comme participer au défilé du 14 juillet ou aux Jeux mondiaux militaires qui ont lieu tous les 4 ans. Pour les athlètes, l'armée est aussi une sécurité à la fin de leur carrière. L'armée est assez riche à ce niveau-là, donc vraiment il y a tous les métiers possibles. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, notamment dans cette phase de notre vie où on passe à autre chose et on cherche à avoir un nouveau but, avoir un nouveau rythme, une nouvelle profession, quoi. 2 ans renouvelables, c'est le cadre fixé par les contrats de l'armée. Même sous l'uniforme, la flamme olympique reste l'objectif.
Pour les pompiers, l'entraînement est vital. Alors pour coller au plus près du réel, les secouristes organisent des opérations grandeur nature pour mieux se préparer aux situations les plus extrêmes. À Chambéry, 8 Mont-Blanc a pu se glisser au milieu d'un exercice incendie. C'est très spectaculaire, regardez. L'alerte a été donnée par un riverain. Ce dernier aperçoit de la fumée blanche sortir d'un toit. Quelques minutes plus tard, les premiers pompiers arrivent sur place. Une fois l'incendie localisé, le balai de secours se met en ordre de marche. Je prends le commandement, tu bascules sur 602. Un exercice réaliste pour ces pompiers dans les rues étroites du centre de Chambéry où les habitants ont été joints, car eux aussi doivent s'entraîner à réagir en cas d'incendie. L'objectif, c'est vraiment de se dire on va vivre une situation et on fait vivre à la population une situation presque réelle. Donc du coup, on simule un incendie avec de la fumée et on fait intervenir en fait les gens qui habitent là notamment c'est un immeuble avec différentes habitations pour les évacuer. On sait que dans les structures anciennes, donc dans les villes anciennes, le bâti est complexe. C'est des ruelles, l'accessibilité est complexe et la propagation du feu se fait vraiment rapidement. Donc il faut s'entraîner pour être plus performant. En plus de la soixantaine de pompiers mobilisés pour l'occasion, des secouristes de la Croix-Rouge, des policiers municipaux, des élus ou encore des agents d'Engie ont été mobilisés. De quoi travailler en interservice pour fluidifier les futures interventions. Chaque fois qu'il y a un appel pompier, qu'il y a un feu ou quoi que ce soit, on est appelé et on doit intervenir. Soit on sert à quelque chose, soit on est là juste au cas où ça se propage. Et pour piloter l'ensemble de ces services, un poste de commandement est situé à quelques rues de l'incendie fictif. Ici, le plan d'intervention de secours et de sécurisation est planifié. Ce véhicule est armé par une équipe qui permet simultanément de récupérer les informations qui se passent sur le terrain, de passer des ordres tout en suivant tous les aspects de l'intervention, la situation tactique, prendre en compte tous les messages, les demandes de renfort et puis gérer aussi l'organisation des transmissions. Des exercices de grande ampleur comme celui-ci sont réalisés une fois par an en réunissant une centaine de professionnels et de figurants. Un avion sans bruit ni pollution, y croyez-vous vraiment? On y rêverait? Eh bien, figurez-vous que cet avion électrique existe. En escale en Ille-et-Vilaine, notre partenaire TVR a pu monter à bord. Sensation plus que garantie, regardez. Une prise de courant suffit pour refaire le plein du Pipistrel Velis Electro, le seul modèle d'avion électrique autorisé à voler dans le monde. Depuis l'aéroport de Rennes et le parking de l'Aéroclub, la société Airskol propose des vols d'initiation avec cette propulsion électrique qui change la donne. On est plaqué au siège, on a des inclinaisons qui sont fortes, donc on va monter très vite, très fort, avec un bruit minimum, puisque à part le vent sur la cellule qui fait un peu de bruit évidemment, on a très peu de bruit sur cet avion qui fait 60 décibels contre 82, 84 pour un avion thermique, donc on est 14 fois moins bruyant en fait. Vous avez vu, hein, finalement, l'avion, on met quelques interrupteurs en marche et ça y est, c'est parti. La puissance qui arrive tout de suite. Avec cette nouvelle technologie se pose la question de la sécurité d'un avion électrique qui a une autonomie en vol de 45 minutes seulement. C'est deux batteries dans l'avion, deux batteries identiques et similaires qui sont utilisées simultanément en fait, au cours de l'évolution et du vol. Si une batterie tombe en rideau, et ben on a la deuxième qui est suffisante pour assurer, pour prendre le relais et aller atterrir. On n'est pas loin du planeur, donc j'allais dire même sans moteur, un pilote confirmé peut ramener l'avion en toute sécurité. Airskol est aussi une école de formation au pilotage en licence privée qui consiste en 45 heures de vol, dont les 2 tiers sont réalisables en électrique. À noter donc le prix d'un vol d'initiation en avion électrique, le rêve d'Icar en bas carbone, c'est 165 € les 30 minutes. Focus sur le braille maintenant, ce système d'écriture tactile avec des points saillants qui permettent aux malvoyants de lire et d'écrire. En Moselle, un ingénieur a inventé un boîtier pour apprendre le braille de manière ludique. Regardez ce reportage de notre partenaire Moselle TV. Je m'appelle Jean Massou et j'ai fondé Andy Exceller en créant le projet Braille, qui est une console de jeu pour apprendre le braille de manière ludique, autonome et personnalisable. Et pour apprendre le braille en s'amusant, l'ingénieur a imaginé son invention en 2 parties, une console d'un côté et de l'autre, des dominos avec une face visible et une face en braille. Et grâce à ça, on couvre toutes les combinaisons de braille. Pack 1, les lettres, alphabet.
Pack 2, accent et nombre. Pack 3, caractères spéciaux. Ensuite, tout est possible puisque le boîtier possède plusieurs modes de jeu, de la bataille navale au mastermind, en passant par l'escape game. Il s'agit bien de la lettre I. Félicitations. Cet outil ludique a été pensé il y a 7 ans, alors que le jeune homme était au lycée en terminale S. Je devais faire un TPE pour la terminale, un projet à caractère ingénieur. Et c'est là que la veille du jour, on doit avoir le sujet avec mes camarades, on n'a rien. Donc je pars promener mon chien un peu dépité à la recherche d'une lumière qui nous donnera la bonne idée. Et en fait, je croise ma voisine Christiane qui est non-voyante, qui a un chien guide, qui promenait également son chien. Et donc en parlant avec elle, en disant est-ce que tu as besoin de quelque chose? Donc la question ingénieur de base. Elle m'a parlé de la difficulté à apprendre le braille, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. Enfin, elle nous a demandé beaucoup de choses, Christiane. Mais on s'est concentré sur ça. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. Sa voie est toute tracée, en route vers l'entrepreneuriat. Je pense que ça m'est tombé dessus jeune, donc ça a un peu défini ma voie et mon chemin, mais je me voyais inventer des trucs, je voulais être ingénieur, donc je me voyais créer, inventer, mais je ne me pensais pas dans ce domaine-là en tout cas, ou à ce niveau-là. Le jeune créateur intègre le programme Entreprendre pour apprendre, puis un incubateur lorrain, 9 versions du braille et 3 ans plus tard, le Messin lance son entreprise à Nancy et commercialise son invention en 2021. Après un passage au CES, le plus grand salon technologique du monde, à Las Vegas en janvier dernier, l'inventeur de 25 ans compte bien conquérir le monde avec son braille. En France, les bureaux de poste font face à la forte baisse du courrier, une situation préoccupante qui oblige la Poste à se réinventer, vous allez le voir. Parmi ces nouveautés, vous pouvez notamment vous offrir un vélo de facteur. Reconditionner ces engins vous offriront le même confort. Présentation avec LMTV de Sarthe, Anthony Piton. Il a sillonné les rues et déposé des milliers de lettres. Aujourd'hui, ce vélo de facteur à assistance électrique attend une seconde vie. La Poste du Mans République le met en vente. Son prix, 1 490 €. Une opération nationale de la Poste qui revend 1 millier de vélos électriques. Des biclous reconditionnés, avec 70% de pièces recyclées et disponibles en différents coloris, sauf le jaune. Le vélo du coup n'est pas jaune, c'est pour éviter que des personnes puissent prendre l'identité du facteur et puissent abuser en fait de ce lien. Mais l'engin est robuste et a bien toutes les caractéristiques du vélo type de votre facteur. Imaginez que le facteur il est quand même entre 4 et 6 heures par jour sur le vélo, donc il faut un engin qui soit un vélo qui soit léger, fonctionnel, robuste et il ne faut pas que le facteur ne soit non plus usé par une tournée avec un vélo qui ne soit pas assisté par exemple. Jusqu'ici, les vélos des facteurs étaient mis au rebut après 5 ans d'utilisation. Au Mans, l'opération a été lancée début avril et c'est un ancien de la Poste qui s'est porté acquéreur de la toute première bicyclette. C'est un ancien facteur, tout à fait, oui, qui avait d'ailleurs œuvré pour la mise en place de vélos électriques il y a quelques années déjà. Sitôt qu'il a entendu parler de cela dans les médias, il a couru au bureau de poste, tout à fait. Alors si vous avez toujours rêvé d'être facteur, rendez-vous au bureau de poste du Mans République. L'avantage avec ce vélo, vous n'aurez pas besoin de livrer le courrier. Esquive, percute ou crochet, la boxe n'a plus de secret pour les résidents de cette EHPAD dans l'Aube. Ce sport de combat a le don de redonner le sourire et possède des bienfaits physiques, mentaux et cognitifs pour tous ses participants. Ici, l'âge n'a donc plus d'importance. Reportage de Canal 32, regardez. Donc je tends le bras, ouais, ensuite l'autre. Oui. Dans un club de boxe où on retrouve des licenciés, l'idée c'est qu'ils se préparent au combat et que du coup on fait ce qu'on appelle du sparring, c'est de la mise de gants où les gens avec casque et protège-dents se tapent réellement dessus. Là l'idée de la boxe thérapie c'est d'utiliser les mouvements de boxe et la discipline entre guillemets pour ses bienfaits. Infirmière pendant 10 ans avant de se reconvertir, Laura a à cœur de travailler avec des structures de soins. Lorsque Johanna Bertrand, directrice de l'EHPAD, lui propose de prendre en charge ses résidents, elle accepte sans hésiter. Depuis, les séances se passent dans les rires et la bonne humeur. Ça fait du bien de faire le gym. Ça fait 2 fois que Laura intervient dans la structure. Les séances se passent relativement très bien dans la joie et la bonne humeur. Et on s'est dit, mais pourquoi pas les emmener en immersion carrément dans la salle ? Ils ont tous le sourire, ils sont tous dynamiques. Et si cette activité sportive a le don de redonner le sourire aux résidents, elle possède aussi des bienfaits physiques, mentaux et cognitifs.
Elle stimule la coordination, l'équilibre et la force musculaire, des éléments clés pour réduire le risque de chute et de blessure. Les bienfaits de l'activité, ça va être tout ce qui est mémoire, concentration. Bien entendu, ça les fait bouger. Au niveau articulaire, c'est super. Au niveau musculaire également. Au niveau du mental, du moral, ça a beaucoup de bienfaits. Le fait de taper, ça sécrète des endorphines, ça fait toujours extrêmement de bien. Et au niveau de la concentration, de la mémoire, retenir un combo, ça c'est intéressant chez des personnes qui ont pu avoir tout ce qui est AVC, Parkinson, toutes les maladies neurodégénératives ou d'autres maladies où il y a des séquelles. Ici, l'âge n'a pas d'importance. Avec une moyenne de plus de 90 ans, les apprentis boxeurs profitent chacun à leur façon de cette activité adaptable à tous. Les barrières, c'est celles qu'on se met, j'ai envie de dire. Là, on a 2 qui sont en fauteuil. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas taper dans un sac ou faire des mouvements de boxe assis. L'initiative est un succès pour les résidents. La directrice de l'établissement de Méry-sur-Seine souhaite maintenant l'étendre aux soignants pour leur permettre de se vider la tête. Connaissez-vous le molki ? En France, environ 1 million de personnes jouent à ce jeu. Devenu un véritable phénomène national où la pratique allie loisirs et tactique. Des championnats de France ont même été organisés réunissant près de 150 participants en Moselle. Reportage de notre partenaire Moselle TV. La 10 au milieu et après c'est les impairs d'un côté et les pairs de l'autre. Donc 3 impairs, 4 pairs. Au milieu on met 11-12 parce qu'on essaie de mettre les plus grosses au milieu et derrière c'est juste 7, 9, 8. Au molki, le but c'est toujours le même, faire 50 points, mais il y a tellement de manières différentes de le faire. On peut faire 10 parties et gagner de 10 manières différentes. Près de 160 participants venus de toute la France cherchent à obtenir le titre de Florentin. Mais oui monsieur. Un autre point les réunit, celui d'être passionné par ce sport d'origine finlandaise. J'aime bien ce sport parce que c'est assez stratégique, chaque partie est différente. Ce que j'adore, c'est le côté stratégique, parce que du coup, il y a à la fois le côté précision, etc. Je suis beaucoup jeu de société et du coup, je retrouve là à la fois l'adresse avec la stratégie. Et la convivialité. On se connaît quasi tous, on se retrouve à différents endroits de la France et franchement, c'est top. Oh non, pas celle-là! Cette année, Florange a la chance d'accueillir ce championnat de France de molki individuel et triplette. C'est notamment grâce aux nombreux terrains proposés sur ce boulodrome flambant neuf. Mais pas uniquement, puisque la discipline est particulièrement implantée sur la région. Nous sommes en Lorraine très nombreux à jouer au molki. Il y a 12 clubs en Lorraine. Et sur la France, on est environ 65 clubs à jouer. C'est accessible à tout le monde. Donc forcément, ça fédère le plus large panel possible au niveau des âges. J'adore la pétanque parce que ça fait 40 ans que je joue, mais le molki, il y a un petit plus, c'est beaucoup plus tactique. C'est un peu la tactique du billard avec l'adresse de la pétanque. Certains événements où on fait découvrir qu'il y avait beaucoup de molki en Lorraine, surtout avec les belles installations qu'on a là. On a de la place pour tout le monde et voilà, c'est génial. Créée il y a 2 ans désormais, la section molki du club de pétanque de Florange accueille volontiers les nouveaux adhérents, et ce, quel que soit leur âge. Véritable emblème de la gastronomie bretonne, le kouign-amann est une spécialité à base de pâte feuilletée, de beurre et de sucre caramélisé. Originaire du Finistère, c'est pourtant un boulanger d'Ille-et-Vilaine qui a reçu cette année le titre de meilleur kouign-amann de Bretagne. Partons tout de suite découvrir les secrets de fabrication avec ce reportage de TV Rennes. Et n'oubliez pas vos couverts et votre assiette. Voici le meilleur kouign-amann de Bretagne. N'en déplaise aux Finistériens, il a été conçu ici à Béton par Frédéric Lecam. Et pour ce faire, c'est tous les employés de la boulangerie qui ont mis la main à la pâte. Chacun me donnait sa version. Alors Enes n'était pas assez cuit, trop salé, trop de caramel. Donc à chaque fois, j'essayais de modifier les critères pour que ce soit unanime à la fin. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, là, celui-là, il est bien, il est abouti. Alors je sais pas si c'était du lard ou du cochon, parce qu'ils en avaient tellement marre de manger du kouign-amann que peut-être qu'à la fin, ils m'ont dit, oui, celui-là, il est bon. Enfin, pour finir, je suis parti sur la recette qu'on avait déterminée. Cette année, c'est vous le meilleur, quoi. C'est moi le meilleur. Je prends. Pour ce costard-mauricain, c'est la consécration après 4 tentatives, dont la première, il y a plus de 20 ans. C'est vraiment un prix qui me plaît parce que j'aime bien le kouign-amann, je suis breton pur beurre, on va dire. Dans nos professions, aujourd'hui, il faut toujours aller plus vite. Donc gagner un produit traditionnel, je trouve que c'est super. Et quand on lui demande le secret, que ce soit croustillant autour et puis bien moelleux à l'intérieur. Et qu'il y ait un bon goût de caramel. Le boulanger remettra son prix en jeu l'année prochaine, même s'il a avoué espérer le garder quelques années.
Voilà, on reste dans l'alimentaire. La pizza est un emblème de la gastronomie italienne. Chorizo, champignons, fromage, à vous de choisir ce que vous préférez. Mais au milieu de la carte de Jean-François, vous allez le voir, se glisse un extra, une pizza sucrée. Grâce à sa recette, il a réussi à décrocher la 3e place au championnat de France de pizza. Reportage de Vosges TV, regardez. Comme tous les mercredis, le camion à pizza de Jean-Pierre s'installe à Moyen-Moutier. Mais ce soir-là, en plus des pizzas traditionnelles au feu de bois, le jeune pizzaiolo de 29 ans a proposé un extra aux clients, une dégustation de sa pizza sucrée qui lui a permis de décrocher à Paris en avril dernier la 3e place au championnat de France de pizza dans la catégorie dessert. Hop là, madame. Il avait choisi de revisiter la tarte au citron meringuée avec un fond à base d'une pâte biga préfermentée dont la cuisson se doit d'être parfaite. Ça fait un peu plus d'1 an que je travaille sur la pâte. C'est une pâte avec 2 sortes de farine, 100% italienne. Il y a une maturation de 24 heures et après la pâte elle repose 48 heures, donc en tout 72 heures, ce qui fait qu'elle est hyper digeste et légère. C'est une cuisson parfaite parce qu'on peut la tenir sur 3 doigts sans qu'elle s'affaisse. Vient ensuite l'ajout des ingrédients avec 2 sortes de meringues, suisse et française, du citron sous la forme de crémeux, coulis et confit, un peu de barbe à papa au citron vert et la touche finale de l'amande fraîche de son jardin. Comment vous la trouvez? Très bonne mais surprenante, un mélange de saveurs qu'on n'attend pas sur une pizza, mais franchement une bonne surprise. Pour être honnête avec vous, normalement pour moi une pizza c'est pas sucré, et ben là c'est une excellente surprise. La meringue est fantastique, le citron, tout est bon, la pâte est très bonne, c'est très croustillant, c'est onctueux en même temps, donc c'est parfait. Jean-Pierre, jusqu'alors cuisinier, est devenu pizzaiolo, attiré par cette institution de la gastronomie italienne, la pizza. Et j'ai découvert presque une passion. Le système d'empattement, il y en a tellement de différents et il y a tellement de possibilités de s'amuser. Et son patron n'est pas peu fier de le compter dans son équipe. On le suit, on l'encourage et en tout cas on sera toujours avec lui pour qu'il continue comme ça. C'est une très bonne recrue pour nous et on veut le garder le plus longtemps possible et qu'il nous gagne plein de concours. Les Napolitains n'ont qu'à bien se tenir car Jean-Pierre compte encore améliorer son savoir-faire et se prend à rêver de décrocher le Graal à Rome, le titre de champion du monde de la pizza. C'est une magnifique histoire que je vous présente maintenant. À seulement 16 ans, Lucas est pilote de montgolfière. Il est d'ailleurs le plus jeune pilote de France. Et pour son premier vol en autonomie, notre partenaire La Dépêche du Midi a pu monter à bord avec lui. Il nous explique sa passion transmise par son père. Regardez. On a la température, on est à peu près à 15 degrés. On regarde du coup le poids qu'on peut porter, 346 kg. Mon père est pilote et mon voisin aussi, et du coup je suis presque né dedans. Et du coup ça m'a donné envie d'être le plus jeune pilote de France. On est en train de faire un vol en montgolfière avec mon père à côté, du coup, en montgolfière aussi. Et voilà, c'est mon premier vol en tant que pilote. Ouais, je suis content du premier vol, ouais. Puis c'est un beau paysage, beau vol, beau terrain. Avec le père, du coup, c'était bien. Le prochain, pour quand? Je sais pas encore, on verra avec la météo. Voilà, on peut les voir aussi en montgolfière, si vous avez vu le sujet précédent. La France regorge de très beaux paysages partout dans nos régions. La Fédération française de randonnée a donc décidé d'organiser des séjours itinérants pour ses licenciés afin d'explorer les paysages cachés et savourer le terroir local. TL7 nous propose donc une immersion dans la Loire, cette fois-ci. Regardez. Entre Mont-du-Forêt et Gorge de la Loire, une aventure rassemble les passionnés de nature et de grands espaces. Ces séjours itinérants, organisés par le comité ligérien de la Fédération française de randonnée, mêlent découverte et convivialité. C'est mon premier séjour itinérant, en plus avec la Fédé, et vraiment je trouve que c'est super bien organisé. J'ai grandi dans la plaine et je suis jamais venu sur les Hauts-de-Chaume, mais ouais, je suis contente de découvrir cette belle région. Je suis né à Saint-Étienne, alors c'est peut-être, je sais pas, inconsciemment, c'est peut-être ce qui me fait revenir ici. Et puis on respire, c'est tellement bon. Pendant 5 jours, les participants sillonnent les sentiers balisés du département, d'un gîte à l'autre, avec des pauses gourmandes et culturelles. Depuis 2020, le comité fait carton plein sur ces 5 séjours entre Hauts-de-Chaume, Pilat, Gorge de la Loire, Mont de la Madeleine et Montagne du Matin. On essaye de faire des cheminements
intéressant pour que les gens puissent découvrir. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on a des transferts en véhicule, parce qu'il y a des parties, bon, c'est du chemin, mais il n'y a pas de point remarquable. Coût du séjour, 460 €, transfert, gîte, couvert et accompagnement compris. Seule condition, avoir sa licence au sein de la Fédération française de randonnée, 5 jours de marche, de découverte et de partage. Des séjours qui prouvent que la Loire a plus d'un sentier à offrir, pour les amateurs de nature comme pour les curieux de terroir. Et puis pour terminer cette édition, laissez-moi vous présenter l'abbé François-Xavier Brantôme. Prêtre d'un petit village du Gers, il est aussi joueur de rugby. Il distribue les sacrements le dimanche matin et les plaquages l'après-midi. 2 influences autour d'une mission, le sacrifice. Écoutons ce prêtre au micro de notre partenaire de la Dépêche du Midi. La messe, on dit que c'est le sacrifice ou le renouvellement du sacrifice du Christ. Et au rugby, j'ai été très marqué par un entraîneur que j'ai eu à Montréal. À chaque fois qu'on prenait le ballon, qu'on recevait le ballon sur un coup d'envoi, il nous hurlait dessus, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Parce que le rugby, comme c'est un sport où on fait des passes en arrière, on est obligé d'aller au sacrifice. On réserve une prière pour l'avant-match et une autre prière pour après le match. Ben, ça fait partie de confier tout ça au Seigneur. Et puis après les rituels habituels, je me mets le bandeau autour de la tête, un petit peu de vaseline sur les tempes et sur le reste pour que ça glisse mieux à l'impact. Voilà, c'était le grand JT des territoires de rentrée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.